Sous-section 5, 8, 3, polarisation circulaire. Donc, on va maintenant étudier la polarisation circulaire. Pour qu'une polarisation soit circulaire, il faut deux conditions. La première, il faut que le déphasage phi soit égal à plus ou moins pi sur 2, congru modulo de pi. Et la deuxième, il faut que les amplitudes réelles des composantes soient égales. E indice mx est égal à 1 indice my est égal à 1 indice m. Alors, la première condition, il faut que le déphasage phi qui est égal à phi y moins phi x qui est égal à soit égal à plus ou moins pi sur 2, congru modulo de pi. Les composantes du champ électrique E au niveau du plan Z est égal à 0 et t quelconque 100, indice x de 0 et de t est égal à indice mx cosinus de oméga t. Indice y au niveau du plan Z est égal à 0 et t quelconque est égal à indice my cosinus de oméga t moins plus pi sur 2. Pourquoi moins plus? Moins pour le déphasage phi est égal à plus pi sur 2. Pourquoi? Parce que ici j'ai moins de phi. Et si phi est égal à plus pi sur 2, avec le moins, ça va devenir moins ici en haut. Et avec phi est égal à moins pi sur 2 ici, moins par moins ici plus, ça va devenir le plus ici en bas. En appliquant ces relations trigonométriques, cosinus de a moins b est égal à cos de a fois cos de b plus sinus de a fois sinus de b, et cos de a plus b est égal à cos de a fois cos de b moins sinus de a fois sinus de b, on va trouver que E de y de 0 et de t est égal à 1 indice my. Le moins, ça va devenir le plus, mais avec un sinus d'oméga t, parce que cosinus d'oméga t moins pi sur 2, c'est plus sinus d'oméga t. Et cosinus d'oméga t plus pi sur 2, c'est moins sinus d'oméga t. Donc, on va trouver que E de 0 et de t est égal à 1 indice mx cosinus d'oméga t selon la direction ex, plus ou moins ou plus ou moins, donc plus ou moins, 1 indice y, et le vecteur unitaire E indice y sinus de oméga t. Alors, plus ou moins de phi, ça reste plus ou moins, mais ça s'inverse ici au niveau de la composante quand on introduit le déphasage. Et puisque l'état de polarisation de l'onde ne change pas au cours du temps, quelle que soit l'abscisse z, alors on peut écrire pour un z quelconque, E indice z de t, les composantes Ex de z et de t est égal à 1 indice mx cosinus oméga t moins k de 0z, et la composante indice y de z et de t est égale à plus ou moins r exponentielle de mx sinus oméga t moins k de 0z. Alors je fais multiplier ici par emx, je divise par emx pour faire apparaître emy divisé par emx, c'est r, et il me reste emx. Alors j'ai rien fait en divisant et en multipliant par emx. Alors, R est égal à E indice my divisé par indice mx, et E indice z de z et de t est égal à 0. En notation complexe, on a E complexe au niveau du plan z est égal à 0, c'est-à-dire au niveau du plan OXY, et à un instant t quelconque. La composante selon OX est E indice mx exponentielle de e oméga t. La composante selon Y c'est E indice my exponentielle de e oméga t exponentielle de e phi. Et la composante selon Z, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que l'onde est toujours transverse électromagnétique. Et ça est égal à 1 indice mx exponentielle de e oméga t. Je remplace phi par plus ou moins pi sur 2 ici. Donc 1 indice my exponentielle de e oméga t exponentielle de plus ou moins e pi sur 2, 0. Et ça est égal à 1 indice mx exponentielle de e oméga t, ça reste. Alors ça ici, il suffit de remarquer, si ici plus on a cette forme, si ici moins on a cette forme. Mais cosinus de pi sur 2 c'est 0, il nous reste i sinus de pi sur 2 ici, ça nous donne plus i, et sinus de moins pi sur 2 ça va nous donner moins i. I c'est le nombre imaginaire dont i carré est égal à moins 1. Lorsque phi est égal à plus ou moins pi sur 2, le rapport des amplitudes complexes des composantes du champ électrique est un nombre imaginaire. R complexe est égal à E indice y complexe divisé par E indice x complexe. Et je remplace E indice y complexe par cette expression. Ça me donne plus ou moins i indice my exponentielle de e oméga t. Et je remplace E indice x complexe par E indice mx exponentielle de e oméga t ici.
et le terme en haut et le terme en bas en exponentielle et oméga t, ça se simplifie. Ça va me rester plus ou moins I, E indice my divisé par E indice x. Et ça est égal à plus ou moins IR. Si le déphasage phi est égal à plus pi sur 2, congru au modulo de pi, alors EY est en quadrature de retard de phase par rapport à EX. Dans un plan d'onde donné, z est égal à une constante quelconque d'une durée, tau est égal à phi sur oméga. Et EY en quadrature avance si phi est égal à moins pi sur 2, congru modulo de pi. L'intensité instantanée de l'onde est dès lors E carré est égal à E indice x au carré plus E indice y au carré, et ça est égal à E indice mx au carré cos carré de oméga t moins k indice 0z plus R carré fois E indice mx au carré sinus carré de oméga t moins k indice 0z, et ça est égal, en mettant en évidence EMX, ça va ici, E indice mx au carré en facteur de cos carré de oméga t moins k indice 0z plus R carré fois sinus carré de oméga t moins k de 0z. La deuxième condition, il faut que les amplitudes réelles des composantes soient égales. Alors, ceci dit que E indice mx est égal à E indice my est égal à E indice m, ou bien R complexe, il faut que ça soit égal à plus ou moins I, avec R est égal au module de AR complexe qui est égal à 1. Il vient parce que mx ici est égal à my est égal à em, donc je remplace indice mx au carré par em au carré, et vu que r carré, ça va être égal à 1 parce que my divisé par emx est égal à 1, et cos carré plus sinus carré, ça va me donner 1, ça me laisse em carré, et ce terme-là ici, le voici ici. On obtient quelque chose de la forme x carré plus y carré est égal à r carré, ou bien on peut diviser par em au carré, et on obtient ex sur em le tout au carré plus ey sur em le tout au carré est égal à 1. Ainsi, l'extrémité du vecteur champ E de l'OPPM décrit dans le plan d'onde un cercle d'axe, le vecteur d'onde k indice 0, et de rayon EM qui est égal à une constante. La trajectoire de l'extrémité de E est donc une hélice circulaire ouverte dans l'espace. La polarisation est dite circulaire. Donc, ça peut être une hélice circulaire ouverte, mais ça peut être un cercle au niveau d'un plan d'onde fixé. Revenons à l'expression du champ électrique. E de 0 et de t est égal à 1 indice mx de Ex, 1 indice mx fois le vecteur unitaire 1 indice x cosinus oméga t plus ou moins 1 indice my, le vecteur unitaire ey sinus oméga t. Sachant que E indice mx est égal à 1 indice my est égal à 1 indice m, c'est l'amplitude maximale, l'orientation instantanée du vecteur champ électrique oscillant E est tangente de θ est égal à ey sur ex qui est égal à plus ou moins 1 indice my sinus oméga t divisé par 1 indice mx cosinus oméga t. Ce qui fait que θ est égal à tangente moins 1, c'est arc tangente de plus ou moins sinus oméga t sur cosinus oméga t, et ça est égal à oméga t. L'angle θ est égal à oméga t entre le vecteur E et l'axe OX varie en fonction du temps. On distingue deux cas. Si phi est égal à plus pi sur 2, c'est-à-dire si phi est positif, alors phi y est en retard de phase par rapport à x, alors E tourne autour du vecteur d'onde k indice 0 dans le sens trigonométrique de Ex vers Ey. Et la polarisation est dite circulaire à droite, l'hélicité est positive. Si phi est égal à moins pi sur 2, c'est-à-dire si le déphasage phi qui est égal à la phase initiale phi y moins la phase initiale phi x est égal à moins pi sur 2 qui est négative, alors E tourne autour du vecteur d'onde k indice 0 dans le sens horaire de Ey vers Ex. Et la polarisation est qualifiée de circulaire à gauche. L'hélicité de la trajectoire circulaire est négative. Remarque, le sens de la rotation de E par rapport au vecteur d'onde k indice 0 est le sens qui décrit correctement la polarisation d'une onde électromagnétique. C'est elle qui reflète la polarisation physiquement. Pour phi est égal à plus pi sur 2, pour le déphasage phi est égal à plus pi sur 2, le champ tourne dans un plan z est égal à 0, tourne de OX vers OY.
Donc, il tourne de la gauche vers la droite. Et donc, en avançant vers vous, et on dit que la polarisation est une polarisation circulaire à droite. Alors, l'onde est polarisée circulaire à droite, sens trigonométrique. Le vecteur E tourne de gauche à droite par rapport au vecteur d'onde K1 de l'onde. Mais ici, le déphasage phi est égal à moins pi sur 2, c'est les négatives. Donc, le champ électrique tourne dans un cercle de OY vers OX. Donc, OY vers OX. Donc, il tourne de la droite. Voici la droite, voici la gauche. Il tourne de la droite vers la gauche en avançant vers vous. Et donc, ça tourne de la droite vers la gauche dans le sens horaire. Comme ça. Donc, on dit que la polarisation est circulaire à gauche. Ça tourne dans le sens horaire par rapport au vecteur OX, OY. Alors, ça tourne de OY vers OX. Le vecteur E tourne de droite à gauche par rapport au vecteur d'onde K1 de l'onde. Alors, vous remarquez que dans ce cours, j'ai utilisé la rotation dans le sens trigonométrique ou bien dans le sens horaire par rapport au vecteur d'onde. Parce que le vecteur d'onde, c'est quelque chose d'absolu, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la propagation de l'onde électromagnétique. Donc, je définis ici les termes à droite et à gauche par rapport à quelque chose d'absolu qui est le vecteur d'onde. Et non pas par rapport à un observateur qui reçoit l'onde ou bien un observateur qui est situé au niveau de la source et qui voit l'onde partir, se propager. Non, moi je l'utilise par rapport au vecteur d'onde directement, qui est une grandeur qui est liée intrinsèquement à l'onde elle-même. Alors, ici, la polarisation circulaire à droite, sens de rotation de E autour du vecteur d'onde K0 et de OX vers OY. Donc, ça tourne comme ça. Donc, ça tourne comme ça autour du vecteur d'onde en progressant dans le sens de Z. Alors, ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça. Alors, on voit très bien que la polarisation circulaire présente ici deux composantes, la composante EX en noir et la composante verte, la composante EY en vert ici. Et donc, quand la composante en noir est maximale, la composante en vert est minimale, donc c'est diphasé de pi sur 2. Et quand la composante EX passe par 0, la composante EY passe par le max. Donc, ils sont déphasés de pi sur 2. Et ici, quand la composante en noir passe par le max, la composante EY en vert passe par 0. Et donc, ils sont déphasés de pi sur 2. Mais la somme des deux, toujours, ça nous donne un vecteur E. La somme vectorielle des deux, ça nous donne un vecteur E dont la flèche, la pointe de la flèche décrit une hélice ouverte dans l'espace. Si vu dans l'espace, c'est une hélice ouverte. Mais si c'est vu au niveau d'un plan z est égal à 1 constante, au cours du temps, donc c'est un cercle. C'est juste un cercle, donc le champ tourne dans un cercle. Alors ici, une animation pour la polarisation circulaire à droite. Alors on voit très bien ici que le cercle est situé dans ce plan-là ici noir. Donc c'est le cercle, à z est égal à 0. Au niveau du plan d'onde, z est égal à 0. Alors la flèche ici en gras, vous la voyez qui tourne dans le cercle. Donc la flèche en gras ici, il tourne dans le cercle. Vous la voyez, il tourne dans le cercle. Ici, la flèche en gras. Il y a une flèche en gras, ça représente le champ électrique qui tourne dans... alors l'onde se propage dans le sens des Z croissants. Ici, alors il s'agit ici d'une polarisation circulaire à droite. Pourquoi? Parce que le sens de rotation, comme on le voit ici, ça c'est X, et ça c'est Y, et ça c'est Z vers vous. Donc on voit que le champ tourne de OX vers OY comme ça, en avançant vers vous, et c'est exactement ce que j'ai ici. Alors la polarisation circulaire à gauche, ici on voit très bien le déphasage phi est égal à moins pi sur 2. Le sens de rotation de E autour du vecteur d'onde K0 et de OY vers OX. Donc de OY vers OX. Ça tourne cette fois-ci dans le sens contraire à la polarisation que nous venons d'exposer pour phi, le déphasage phi est égal à plus pi sur 2. Et donc on a toujours les deux composantes. La noire, c'est la composante EX,
elle est représentée par la sinusoïde ici. Et la verte ici, c'est la composante EY, elle est représentée par la sinusoïde verte ici, la courbe sinusoïdale verte. Et donc on voit que la courbe sinusoïdale en noir de EX est déphasée de moins pi sur 2 par rapport à la composante verte ici. Et on voit que la polarisation maintenant tourne de OY vers OX ici. Alors, ça tourne de OY vers OX. Donc, ça, c'est GY ici. Voilà, X vers le haut et Y comme ça. Et Z vers vous. X, Y, Z. Et donc, ça constitue un trièdre direct. Et donc, la polarisation, ça tourne de OY vers OX. Donc, c'est de ma droite vers la gauche. C'est pourquoi on l'appelle à gauche. Donc, c'est pourquoi la polarisation à gauche. Ça tourne de la droite vers la gauche. Ça veut dire que ça tourne vers la gauche. C'est pourquoi on l'appelle à gauche. Donc, ça tourne autour, le champ E tourne autour du vecteur d'onde K0 de OY vers OX, c'est-à-dire de ma droite vers la gauche. Donc, on l'appelle polarisation circulaire à gauche. Alors, voici son animation. Une animation pour la polarisation circulaire à gauche, on voit très bien qu'ici, au niveau du plan d'onde Z est égal à 0, c'est-à-dire au niveau du plan d'onde OXY, on voit que la flèche noire ici, ça tourne, elle est en gras, la flèche en gras. Et ne regardez pas les autres flèches, regardez la flèche en noir, il y a une flèche en noir épaisse, donc cette flèche-là, ça tourne de OY vers OX, donc ça tourne comme ça, donc ça tourne de ma droite, qui est Y, vers ma gauche. Et donc, c'est pourquoi on appelle la polarisation circulaire à gauche. Méfiez-vous, j'ai trouvé ça dans un article scientifique qui est publié. Donc, l'auteur ou les auteurs disent que the schematic of right hand, the circular polarized light. Donc, c'est à droite, alors c'est pas à droite. D'abord, il y a une erreur ici, je n'ai pas compris pourquoi cet article a été publié. OX, OY, OZ, ici, ce n'est pas un trièdre direct, parce que OX précède OY. Et X, ça doit être à la place de Y à la place de X ici. Et ensuite, l'erreur dans ce schéma est que les axes OX, OY, OZ ne forment pas un trièdre direct entre eux, et la circulation n'est donc pas circulaire à droite. Alors, voici la polarisation circulaire à droite. Donc, on voit très bien que la flèche épaisse ici, qui représente le champ électrique au niveau du plan d'onde de ce cercle-là qui est situé dans le plan d'onde OXY, il tourne de OX vers OY. Alors, on le voit bien, il tourne, hein, donc il tourne ici. Terminologie. La polarisation circulaire n'est qu'une polarisation rectiligne dont le champ électrique E tourne autour de l'axe de polarisation K0 avec la fréquence F de l'onde. Dans la région spectrale du visible, c'est-à-dire quand la longueur d'onde dans le vide appartient à 400 nanomètres, 700 nanomètres, par exemple, le vecteur champ E tourne avec une pulsation angulaire oméga correspondante à la fréquence de l'ordre de 10 puissance 14 Hz. Donc, c'est 100 000 milliards de rotations par seconde. Donc, le champ électrique passe par 100 000 milliards, 0 par seconde. C'est énorme. C'est pourquoi il n'y a aucun détecteur qui peut suivre cette rotation-là et qui peut nous montrer que le champ électrique tourne effectivement. Il n'y a pas de composante qui est fabriquée, ni les oscilloscopes, ni des détecteurs. La composante optique qui transforme une polarisation rectiligne en circulaire et vice-versa, ça s'appelle la lame quart d'onde. Alors on utilise beaucoup cette lame quart d'onde, mais ça s'achète pour une onde électromagnétique monochromatique bien précise. Par exemple, pour commander une lame quart d'onde pour 633 nanomètres, on peut la commander pour une longueur d'onde 532 nanomètres, etc. Donc, quand on commande une lame quart d'onde en optique, il faut choisir la longueur d'onde à laquelle on va utiliser cette lame quart d'onde parce que ça ne fonctionne pas pour toutes les longueurs d'onde. Le champ E d'une onde non polarisée oscille instantanément dans toutes les directions d'un front d'onde, donc E existe dans toutes les directions à tout instant, contrairement au champ E d'une onde polarisée circulairement qui est rectiligne dans un plan d'onde, mais tourne d'un angle θ est égal à oméga t en passant d'un plan d'onde
à l'autre, ou bien en fixant le plan d'onde, ça tourne de cet angle-là en fonction du temps dans ce plan d'onde fixé. C'est pourquoi les polariseurs les confondent en donnant le même niveau de puissance relative pour les deux. Ils donnent 50% pour les deux. Donc, quand on analyse une lumière non polarisée avec un analyseur, ça donne le 50%. Et quand on analyse une lumière polarisée, ça donne le même niveau 50%. C'est pourquoi un polariseur ordinaire n'est pas capable de distinguer entre une onde non polarisée et une onde polarisée circulairement, parce que ça donne le même niveau d'énergie qui est 50%. Ici, on a une lumière non polarisée qui arrive sur un polariseur qui la polarise dans un sens, donc elle laisse passer cette composante-là. Donc c'est une composante linéairement polarisée. Et arrivant sur une quart d'onde ici, qui est alors ça, c'est supposé une lumière monochromatique. Pourquoi? Parce que la lame quart d'onde, ça fonctionne pour une lumière monochromatique. Alors passons à peu près à 45 degrés par rapport à l'axe de la lame quart d'onde, ça devient circulaire ici. Donc ça tourne de la droite vers la gauche, donc c'est une polarisation circulaire à gauche. Une onde électromagnétique monochromatique, un laser non polarisé, passe successivement de droite, la droite ici vers la gauche, dans un polariseur qui la polarise d'abord linéairement avant de passer ensuite à travers une lame quart d'onde qui la transforme en une onde polarisée circulaire à gauche. Donc on voit bien que une lame quart d'onde, ça sert à transformer une polarisation rectiligne en une polarisation circulaire, ou bien l'inverse. Si une polarisation circulaire est incidente sur une lame quart d'onde, elle va défaire cette circularité et ça va devenir linéaire. Je suis rendu à la polarisation elliptique. Je m'arrête à ce niveau pour la polarisation circulaire. Je vous remercie pour votre attention. Portez-vous bien et à la prochaine.